Libre de parler, obligé de se taire, correction politique et stratégie. C'est Fabienne Brion qui va prendre maintenant la place de Ricardo à ce pupitre. Et nous sommes partis pour une vingtaine de minutes avec elle également. Bien, alors en fait, donc je suis partie de ce titre qui est évidemment un peu une provocation. Et je l'ai connecté en fait dans l'abstrait que vous n'avez pas eu, en fait, très directement à la question de la subjectivité et de la subjectivation. Et en fait, dans un premier temps, je voudrais peut-être dire qu'il ne sera pas directement question de l'identité des autres, hein, des jeunes qui partent, mais de la nôtre. Donc la question sera comment est-ce que nous nous subjectivons, nous, comment est-ce que nous nous construisons et à quelle contradiction est-ce que ça nous invite, ou en tout cas ça nous conduit, ça nous amène. Alors la subjectivation, en fait, je la pense essentiellement à partir de Michel Foucault, mais Michel Foucault, vous le savez, quand il construit ce concept, se réfère aussi à Althusser. Alors Althusser, je vais reprendre juste 3 propositions, dit il n'y a d'idéologie que par le sujet et pour des sujets, ce qui veut dire qu'en réalité, si vous voulez, la production de subjectivité est d'une certaine façon toujours idéologique, et que nous sommes nous-mêmes des sujets de certaines idéologies. Ce qui constitue, deuxième proposition, ce qui constitue un sujet est une interpellation dans laquelle il se reconnaît. Donc 2 moments, l'interpellation et la reconnaissance. On se sent tous, on n'arrête pas de le dire depuis l'affaire des caricatures, on se sent interpellé. Hein, et à la fois on se reconnaît et on ne se reconnaît pas dans ce qui est dit. Ce qui veut dire qu'en fait ça nous touche dans la manière dont nous nous sommes constitués comme sujet. Et puis il y a cette 3e proposition qui est l'idéologie est matérielle. Alors ça semble une contradiction dans les termes, mais c'est une proposition forte qui dit que, évidemment, l'idéologie, elle se matérialise dans des actes, dans des rituels, dans des pratiques, dans des institutions. Et je renvoie à ce que Miguel et Sandrine expliquaient tout à l'heure, mais parlaient d'un dispositif de parole. Il y a effectivement ce qui s'est dit, il y a ce qu'ils ont dit, il y a aussi le dispositif qui a mis les personnes, qui a acté que toutes les personnes étaient égales. Donc c'est pas la même chose de le dire ou de l'acter. Et si je dis, comme Najat Belkacem, je vous dis en tant que maître qu'il n'y a ni Dieu ni maître, c'est évidemment le maître qui le dit. Et donc là, on constitue les autres comme des inégaux. D'accord ? Donc voilà le sens de la 3e proposition de Foucault. Foucault reprend ces propositions-là et en disant d'une certaine façon le courage qu'on devrait avoir, c'est le courage de savoir qui nous sommes. Donc pas qui sont les autres, même s'il a abondamment travaillé sur les autres, que sont les fous, les criminels, les ceci, les cela, mais qui sommes-nous ? Et il va tenter, par rapport à cette question-là, d'imaginer des dispositifs, pas quelles sont les vérités, mais quelles sont les formes de véridiction, donc quels sont les dispositifs d'interlocution qui font qu'une personne peut bouger par rapport à sa propre identité. Donc je vais mettre complètement à l'inverse de ce que Ricardo disait, qui est que pour moi, me semble-t-il, ça ne m'intéresse pas de faire du renforcement identitaire, mais de réfléchir à un dispositif dans lequel les personnes sont suffisamment rassurées pour pouvoir écouter les doutes qu'elles ont par rapport à leurs propres identifications. Ça me semble vraiment quelque chose qui est quelque chose qui remet de la marge de jeu, hein, plutôt qui remet une marge de jeu par rapport à ses propres identités. Alors, 3e petite référence, c'est Deleuze parlant de Foucault et parlant de la conception du sujet chez Foucault. Et il va dire, pour Foucault, le sujet, c'est une sorte de pli dans un discours. D'accord ? Donc c'est un plissement et un pli que le sujet referme sur lui-même. Pensez à Édipe. Édipe savait très bien la malédiction qui était lancée sur lui.
Ce qui fait qu'elle se réalise, c'est qu'il tente d'y échapper. Donc il referme d'une certaine façon le pli sur lui-même, alors qu'on est tous effectivement les produits, les sujets, nous nous constituons comme sujets dans différents discours, que ce soit les jeunes ou que ce soit nous. Alors pourquoi strat-égo? Parce que évidemment strat-égo c'est un jeu de stratégie, mais tous nos égos sont, on peut dire, des résultants de strates discursives, et on souffre évidemment du discours. Donc le discours peut faire réponse, mais le discours peut être aussi à un certain moment un point de souffrance. Et donc, quand on parlait de dispositifs de juridiction, c'est quels sont les types de jeux qu'on peut effectivement mettre en place, pas pour sortir du pli discursif, pas pour sortir des discours, mais pour éventuellement faire glisser un peu les choses et qu'elles soient moins douloureuses. Alors, très très rapidement quand même, pour resituer quelle est la réalité dans laquelle les jeunes grandissent. Donc les jeunes qui partent maintenant, ce sont des enfants, pourrait-on dire, qui ont grandi dans le discours du choc des civilisations. D'accord ? Alors le discours du choc des civilisations, invention de Samuel Huntington, qui était un conseiller de Bush, qui a écrit ça en 1993, qui en 2004 a écrit, alors c'est son dernier livre publié, un livre qui s'appelle « Qui sommes-nous ? Les défis à l'identité américaine », dans lequel il explique comment la théorie du choc des civilisations était en fait une réponse à un problème politique qui était créé par la chute du mur de Berlin, et comment il s'est agi comment les États-Unis ont envisagé différents ennemis possibles avant de trouver qu'étant donné leurs intérêts stratégiques et leurs intérêts économiques, finalement, les musulmans étaient le meilleur ennemi. Donc il dit que l'islam était le mieux qualifié pour revêtir le titre de l'ennemi. Qualification pour endosser le rôle. Le même Samuel Huntington présente dans ce livre que j'ai cité un petit tableau en 4 cases dans lequel vous voyez que la guerre contre le terrorisme est une solution, n'est pas un problème. Une solution, pourquoi ? Parce que la gravité de la menace perçue est élevée et que par contre les moyens à injecter sont faibles. Les moyens injectés sont faibles par rapport à une guerre, ce qui risque d'éroder petit à petit. Donc c'est quand même le discours dans lequel les jeunes ont grandi, ce qui est une différence par rapport à leurs parents. Alors évidemment, on répond tout de suite à ça, un discours, mais qui est plus tenu du côté des pays musulmans, qui est le discours c'est Gilbert Achcar qui a écrit un livre qui s'appelle non plus Le choc des civilisations, mais Le choc des barbaries. Le choc des barbaries, dans lequel effectivement il va rappeler, j'ai pas le bon, donc ça m'inquiète un peu, je suis sur donc il va rappeler Achcar, ne regardez pas, c'est fait. Achcar va rappeler donc il va faire une sorte de généalogie de l'intérêt américain, je dirais, pour ce choc des civilisations. Il va aussi faire une généalogie des mouvements intégristes qui se réfèrent à l'islam au Moyen-Orient, en indiquant que, en faisant vraiment, je dirais, la sociologie aussi, en indiquant que ce sont des classes moyennes et des classes populaires qui sont en lutte, qui sont opposées en fait à des gouvernements, alors soit à la mondialisation d'une part, à la conflictualité avec l'Occident d'autre part, et avec les dictatures locales qui soutiennent les intérêts américains. Et il va parler d'indignation sélective, thème qu'on a réentendu dans le petit film qu'on a vu. Alors vous avez par rapport à ça d'autres auteurs encore, Alain Jox, qui est un sociologue de la guerre, qui va s'intéresser à ce qu'il appelle le processus de barbarisation des guerres, de barbarisation moderne des guerres. Donc vous savez qu'il y a une série de conflits récents qui n'impliquent pas toujours l'islam, qui impliquent par contre des formes de barbarisation, qui lient notamment à la dimension asymétrique des guerres et au fait que les guerres
impériale, donc les guerres d'empire, on pourrait dire que c'est la guerre empire, et qu'elle dessine une frontière qui est une frontière liée à la barbarie. Alors évidemment, l'impact de tout ça chez nous, ben là je vous ai repris un certain nombre de vidéos. On s'est amusé avec le psychiatre de la prison de Forêt à en faire un recensement. Alors par rapport à l'année passée, il faut savoir qu'une islamophobe, c'est une tous les 3 jours. Et comme me disait ce psychiatre, quel groupe peut supporter ça? Quel jeune peut grandir là-dedans? Comment est-ce qu'on peut se construire comme sujet dans un tel discours? Alors aussi, toujours quand même un peu pour rapidement faire la donne, et parce que je travaille un petit peu là-dessus à partir de la prison. Donc ce que vous avez là, c'est dans la longue durée, les flux la population carcérale. Alors vous voyez d'une part qu'au XIXe siècle, jusqu'en 1919, en fait, les chiffres de la détention suivent très exactement, mais à l'inverse, les cycles longs du capitalisme. Donc, quand est-ce qu'il y a des pics? En 1848, en 1886, ceux qui connaissent l'histoire politique et sociale de la Belgique savent que c'était des moments qui étaient des moments à la fois de crise économique et de crise politique. Et puis vous voyez qu'il y a de 1919 jusqu'au début des années 1980 une stase, donc il y a toujours évidemment des ondes longues du capitalisme, il y a par contre une stase dans les pics de détention. Pourquoi? Parce que la fonction qui était remplie par la criminalité au XIXe siècle est remplie par la nationalité. Donc on commence, c'est le premier âge, pourrait-on dire, de l'immigration. Et vous voyez maintenant qu'on est dans une progression fulgurante des chiffres de détention, une progression étonnante d'une certaine façon, puisque d'après une série d'économistes marxistes, et de manière contre-intuitive, on est, selon certains indicateurs, on est sorti de la crise. C'est-à-dire que le taux de profit augmente parallèlement au taux d'exploitation. Et vous avez par rapport à ça une nouvelle structuration encore de la population qui remplace, on pourrait dire, la stratification du marché du travail par la nationalité, par une dualisation du marché du travail, un marché du travail formel, un marché du travail informel, donc légal, illégal, avec évidemment une sorte de couplage de la criminalité et de la nationalité. Cette réalité-là, il m'est arrivé de rencontrer hier encore des élèves de Miguel et Sandrine, cette réalité, ils la comprennent beaucoup plus rapidement que les étudiants de Master 1 en criminologie. Donc ils voient mais parfaitement de quoi on parle, ils donnent des exemples, ils illustrent. Donc c'est la réalité dans laquelle ils apprennent le sens du mot démocratie, c'est la réalité dans laquelle ils apprennent le sens du mot loi, c'est la réalité dans laquelle ils doivent se constituer comme sujet avec un petit décalage perçu entre ce qui se dit et la réalité qui est la bonne. Ça. Oui. Alors, par rapport à ça, donc très très rapidement, j'ai repris une expression qui est une expression d'un sociologue de l'immigration, Abdelmalek Sayad. Alors, Abdelmalek Sayad, ça peut sembler bizarre de parler d'immigration alors que ce sont des enfants d'enfants d'immigrés, d'accord? En même temps, ils sont toujours bien désignés d'une certaine façon et référés à l'immigration, ce que prouve la proposition de déchoir de leur nationalité, d'accord? Alors, en fait, Sayad parlait d'une passion nationale, une passion nationale qui voudrait que, d'une certaine façon, si on est issu d'immigration, eh bien, on n'a de place que si elle convient aux intérêts économiques et politiques de la Belgique, et que, a priori, la présence sur le territoire est plutôt une présence qu'on doit mériter, si vous voulez, avec la question qui serait que la délinquance est toujours une forme de délinquance au carré, dans leur cas, puisqu'on a enfreint la loi, mais on a aussi enfreint les lois de l'hospitalité, et la preuve, c'est qu'on peut être expulsé. D'accord ? Alors, il y a cette passion nationale, il y a en même temps une passion qui est une passion démocratique. Et nous sommes nés comme aussi des enfants de la démocratie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir ça, on veut croire que la loi est juste, on veut croire effectivement qu'il y a une égale répartition des richesses, et par rapport à ça, eh bien, on a des petits systèmes pour résoudre les contradictions. Évidemment, la criminalité des immigrés
plus le racisme de quelques policiers, c'est une manière de résoudre la contradiction. C'est une manière d'empêcher que ça fasse mal. On est aussi des enfants de la passion des Lumières. La passion des Lumières, ça veut dire quand même qu'on a une petite tendance à imaginer qu'on a toujours une illumination d'avance, d'accord? Et qu'on a aussi une petite tendance quand même à associer laïcité et évolution, d'accord? Donc alors d'un côté on dit laïcité, c'est que tout le monde puisse coexister, mais quand même on pense que ne plus avoir de religion, c'est quand même être plus avancé dans l'évolution que d'avoir une religion. Et donc ça nous fait faire des drôles de choses. Je reviens sur ce que Bernard disait par rapport au foulard. Donc, je vais prendre juste l'exemple 2, pas le premier, on pourra en parler si vous voulez. Mais l'exemple 2, c'est magnifique, si vous voulez. Donc, la passion des Lumières, elle veut évidemment qu'on sauve les filles de l'obscurantisme de leur famille. La passion nationale voudrait, puisqu'il y a du chômage, que quand même elle retourne un peu dans leur foyer. Hein, et on s'arrange pour, grâce à la passion des Lumières, les renvoyer dans leur foyer, puisque en interdisant qu'elles puissent porter le foulard, on les exclut à la fois de l'école et du marché des prix. Alors, Saïd parlait non seulement des enfants d'État, mais des enfants illégitimes. Alors, comment est-ce que ça se passe du côté de la subjectivation des enfants illégitimes? Bien évidemment, j'ai mis dans un premier temps la ressource musulmane. Dans un premier temps, effectivement, l'islam n'est pas du tout l'islam nécessairement politique. L'islam, la religion, peut être une manière de retrouver un lieu ou retrouver une dignité, d'où d'ailleurs le côté particulièrement ravageur qui était de dire, ok, vous adoptez cette identification, eh bien, on vous rattrape là-dessus aussi. Alors, j'ai indiqué, de la même façon que l'identité juive réfère désormais, qu'on soit croyant ou non, à la Shoah, l'identité musulmane réfère aussi à l'expérience de la colonisation et à l'expérience de l'immigration. Dans l'expérience de la colonisation, c'est les nouveaux arrivants qui ont imposé leurs lois. Dans l'expérience de l'immigration, c'est les anciens arrivants qui imposent leurs habitants, qui imposent leurs lois. Autrement dit, c'est toujours la loi du plus fort. Et la question du premier qui est ou du dernier qui arrive n'a pas tellement d'importance. Alors quand on dit la ressource musulmane, ça s'entend dans des sens différents. Pour certains qui sont en sens tout à fait religieux, donc c'est retrouver une orthopraxie, donc simplement pratiquer. Et dans certaines recherches qui ont été faites, on se rend compte que ceux qui sont les plus religieux de ce point de vue-là aussi, sont aussi ceux qui se définissent le plus comme des citoyens de l'État dans lequel ils résident. Et puis, il y a des formes d'identification à l'islam, mais plutôt à l'islam comme groupe discriminé, comme groupe qui est un groupe victime de discrimination. Et là, ce n'est pas associé nécessairement à un rituel, à une orthopraxie, mais c'est par contre très directement lié à une attitude favorable à la lutte armée, puisque la lutte armée, c'est le mot qu'on donne au djihad violent dans notre culture à nous. D'accord ? Donc, en fait, la lutte armée, elle est associée non pas aux modalités les plus religieuses, mais aux modalités les plus politiques de l'islam. Alors, autre ressource, c'est la ressource anticoloniale. Vous avez entendu dans le petit film de nouveau qui parlait du néocolonialisme, alors le corpus de la littérature, de ce qu'on appelle les études postcoloniales ou anticoloniales, qui est vraiment un corpus important au niveau des universités, si vous voulez, est rompu, je dirais, à mettre en évidence toutes les contradictions des anciens colonisateurs. Par exemple, le fait qu'on valorise l'égalité, mais que l'égalité est aussi ce qui nous permet d'affirmer sur les autres une supériorité. Donc, vous êtes évidemment des civilisations inférieures, puisque vous n'êtes pas des égalitaristes. D'accord ? Donc il y a une sorte de contradiction. Laïcité et évolution, j'en ai parlé. Liberté à géométrie variable, évidemment. Donc, on en a parlé à propos de la liberté d'expression. Le blasphème est évidemment de fort bon ton par rapport à Mohamed, mais il ne faudrait certainement pas qu'on refuse de chanter la Marseillaise, parce que c'est blasphématoire, donc à chacun son sacré. Bon, alors laïcité et profession de foi. Donc c'est intéressant, si vous voulez, linguistiquement de remarquer, ni Dieu ni maître, c'est la devise de l'anarchie,
ni Dieu ni maître, sinon, disons, Charlie. Puis on verra après de quoi Charlie est le nom. Mais ni Dieu ni maître, sinon Charlie, c'est une profession de foi. Et linguistiquement, elle a exactement la même structure que la profession de foi musulmane. Okay. Ni Dieu, pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, sinon Dieu. Donc il n'y a pas de Dieu, pas de maître, sinon un certain nombre de significats. Une conclusion? Alors, par rapport à ça, évidemment, ce qui revient dans le discours des jeunes, c'est dans certaines modalités qui sont le discours du djihad violent, vous avez un certain nombre de thèmes qui sont repris. Alors, on en a évoqué quelques-uns tout à l'heure. Vous aurez peut-être entendu parler aussi de ces mots hijra. Hijra, c'est simplement migration, immigration. Donc, les muhajiroun, c'est ceux qui émigrent. Bon, ben, c'est évidemment bien sûr, ça a un sens théologique, et bien sûr, c'est une reformulation de la question de l'immigration et de la place qu'on a. D'accord ? La question que pose l'Hijra, c'est la question de savoir est-ce qu'un musulman peut vivre dans un pays qui est un pays non musulman. Donc bien sûr, ça déplace dans un champ théologique, mais ça reprend une question qui est une question existentielle. Tawhid, donc c'est reconnaître l'unicité de Dieu. Alors si vous prenez certains sites djihadistes, vous verrez qu'on dira unifier Dieu, ce qui est une hérésie complète en termes, si vous voulez, de théologie musulmane. Dieu n'a pas besoin d'être unifié, vous pouvez tout de suite, tout simplement reconnaître l'unicité. Alors ce qui est associé au thème du Tawhid, c'est en fait le fait de n'adorer que Dieu, et donc on n'adore pas son prophète, contrairement à ce qu'on croit nous par transposition chrétienne, mais on n'adore pas non plus le capital, et on n'adore pas non plus la démocratie, donc qui sont dans le discours des djihadistes, qui deviennent des idoles, si vous voulez. Alors ça peut sembler très choquant, parce qu'on est des enfants de la passion démocratique, mais ce qu'ils font n'est pas... Enfin, vous pouvez aussi le mettre en lien avec Marx écrivant sur le fétichisme de la marchandise. Donc c'est quels sont nos fétiches? La question qui revient, c'est la question de quels sont nos fétiches. Le taqlid, c'est la recommandation, la reformulation du thème de la loi, mais aussi le taqlid, c'est l'imitation, c'est le fait de s'inscrire, de retourner à une version ancienne. Alors bien sûr, de nouveau, vous pouvez démontrer, et certains le font dans la communauté, donc certains qui ne sont pas de l'islam de France, qui sont vraiment des personnes qui font autorité dans la communauté, disent à quel point les lectures modernes du taqlid sont des lectures modernes. Et ce qui permet de les comprendre, c'est la modernité. Il n'empêche que la question qui est posée, c'est la question, enfin le taqlid est antinomique, si vous voulez, par rapport à la question du progrès, et on peut tout à fait le lier avec toutes les luttes qui sont des luttes actuelles d'attaque. Par exemple, vous avez donnez-nous le droit d'interroger le progrès nous-mêmes. Comme vous avez aussi, par rapport à ça, une critique de l'évolutionnisme. Et donc, tous les thèmes qui sont repris, si vous voulez, peuvent résonner par rapport à des questions existentielles que les jeunes posent ici. Alors, bon, évidemment, quand je vous dis tout ça, ça pourrait être pris, ou ça serait pris sans doute en France comme une apologie du terrorisme. Évidemment non. Évidemment non, parce que, malheureusement, si vous voulez, les jeunes djihadistes, là où ils s'en rendent compte quand ils reviennent en prison, certains d'entre eux en tout cas s'en rendent compte, sont les meilleurs alliés de leurs ennemis. D'accord ? Ils sont les meilleurs alliés de leurs ennemis, c'est-à-dire que, je vous montrais tout à l'heure ce schéma qui est le schéma des chiffres de détention. Les marxistes expliquaient ça par la fonction de drainage qu'avait la prison. Eh bien, alors, d'une part, la prison draine, d'accord ? La déchéance de la nationalité va continuer à drainer. Ils partent se battre, drainage toujours, ils se font tuer, drainage encore. Donc, ça renvoie, si vous voulez, à leur... On n'a plus de place, on n'a pas de place où vivre. Et si on prend en termes de politique internationale, ou si on prend en termes de justification, si vous voulez, de passage à des modèles de sécurité qui n'ont plus rien de social, qui confondent totalement les missions de police
et les missions militaires, hein, les formes militaires, les formes policières, on ne parle même plus des formes sociales de sécurité, eh bien effectivement, leur contribution est une contribution majeure. Donc en termes, si vous voulez, de stratégie identitaire, c'est une catastrophe absolue. Alors maintenant, par rapport à ce que Romero disait, oui, ce que Romero disait tout à l'heure, en disant c'est trop tard, peut-être c'est trop tard au moment où ils sont là, en tout cas en prison, pour moi, avant-hier, j'ai rencontré un jeune djihadiste qui revenait, qui était en isolement, tout jeune. Et donc, quand ils sont en isolement, la question qu'on pose, c'est s'ils sont des questions à poser, s'ils ont des demandes. Et il a dit, j'aimerais lire. J'aimerais lire. Et j'aimerais lire, donnez-moi des livres qui me permettent de comprendre ce qui m'arrive. Merci beaucoup Fabienne pour cet éclairage.